La vie d'une femme n'est-elle pas une suite de dangers à traverser, une série de bonnes ou de mauvaises rencontres qui vont infléchir et parfois abîmer sa sexualité, toujours dépendante de son environnement familial, des hommes rencontrés, du contexte social et culturel dans lequel elle vient au monde. Au premier temps de leur vie, filles et garçons ne se différencient en rien. Tous deux sont psychiquement bisexuels et amoureux de leur mère. Puis, au stade phallique, la petite fille remarque le grand pénis bien visible d'un frère ou d'un camarade de jeu, le reconnaît comme la réplique supérieure de son propre petit organe caché. Dès lors, elle est victime de l'envie du pénis. D'emblée, elle a jugé et décidé. Elle a vu cela, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. Elle va en concevoir un grand dépit, détester sa mère du préjudice de l'avoir fait naître fille et se réfugier, comme dans un port, dans l'amour de son père, duquel elle attendra un enfant. La fille a donc deux tâches à accomplir. Après une première phase homosexuelle, elle devra se tourner vers son père. Elle devra aussi abandonner son clitoris comme zone érogène directrice au bénéfice du vagin. De l'Oedipe au féminin, il n'y a, contrairement à sa version masculine, aucune raison de vraiment en sortir. Car la fille, contrairement au garçon, n'a pas grand-chose à y perdre. Je cite Freud, « Elle aspirera à trouver dans un futur époux les qualités de son père et sera disposée à se soumettre à son autorité. Son désir, inassouvissable en son fond, de posséder un pénis, peut trouver une satisfaction si elle réussit à compléter son amour de l'organe en amour de l'homme. Freud fait de l'envie du pénis, de la volonté d'être un homme pour une fille, le roc de la castration. » La sortie de l'Oedipe au féminin reste assez floue et s'accomplit, selon Freud, dans le devenir mère. Selon Marcos Zafiropoulos, dans son ouvrage « La question féminine de Freud à Lacan, la femme contre la mère », publié en 2010, Freud impute aux filles l'idéal oedipien des fils voulant épouser des mères, et non l'idéal de la femme pour elle-même. Lorsque la femme devient mère, cela ne règle pas la question de son désir de femme en tant que femme. Le désir de la femme est d'être désirée et ne se superpose pas à la jouissance de la mère, jouissance fétichiste. Il termine son ouvrage par « On comprendra que c'est bien l'analyse de l'Oedipe et de la castration au féminin qu'il faudrait maintenant reprendre. » Freud anticipait la critique de sa théorie, demeurée, selon son propre aveu, obscure et lacunaire. Il y répond dans une note de bas de page adressée aux hommes féministes et aux analystes femmes qui peuvent considérer que ces arguments peuvent servir à donner une justification théorique à la tendance innée de l'homme à mépriser et à réprimer la femme. Que redoutait Freud dans son refus de l'égalité des sexes? Une égalité des sexes ferait-elle flamber le narcissisme des petites différences face à l'écrasement de la verticalité, du primat phallique? Le complexe fraternel risque-t-il de battre son plein avec sa violence sans fin? Freud termine son œuvre par l'homme Moïse et la religion monothéiste, soucieux de préserver l'ordre totémique transcendant, et parallèlement invite ses successeurs à reprendre l'énigme de la femme. Je n'ai pas fini du tout. Je commence à peine. Bon, mais j'y retourne. La théorie freudienne de la féminité a d'emblée fait l'objet de vives polémiques dès les années 20 dans la communauté analytique entre Vienne et Londres et a été enterrée pour éviter une scission. Dans le séminaire 19, ou pire, Lacan raconte comment il a été appelé par Simone de Beauvoir avant de pondre le deuxième sexe. Il déclina cet honneur, mais rouvrit la question dans son texte
propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, écrit avant d'organiser en 1960 le congrès d'Amsterdam pour lequel il sollicite Françoise Dolto. Elle va aller au charbon, prendre le parti de l'ignorance pour faire échec aux dogmes et aux préjugés, ne se faire le disciple que des patients, des enfants, des nourrissons, en une description phénoménologique, pléthorique, de l'évolution de la petite fille jusqu'au devenir femme. Elle rédige Sexualité féminine, la libido génitale et son destin féminin dès 1960 et le remaniera jusqu'en 1985. Quelle réponse apporte-t-elle à Freud quant à la version féminine du complexe de castration et de l'Oedipe? Selon ses observations, la petite fille est d'emblée hétérosexuelle, sensible à la présence de son papa, dès que ses besoins vitaux sont satisfaits par la mère. Les sensations de la petite fille sont d'emblée vaginales et clitoridiennes. Elle a un trou et un bouton. Le moment de déconvenue de la petite fille à la découverte de son clitoris de taille inférieure est un moment très fugitif et vite dépassé. Les deux sexes se rencontrent biologiquement dans la complémentarité. L'un a un pénis et l'autre a un clitoris et un vagin. L'envie du pénis, selon Dolto, est un désir de pénis, centripète, d'attirer à soi, et non l'envie destructrice d'être un homme, simple conséquence d'un environnement social qui entrave ses capacités de sublimation, l'assigne à un rôle de mère qui comporte le risque d'une dérive fétichiste vis-à-vis de ses enfants qui deviennent, du fait de sa relégation sociale, son seul débouché libidinal. Une éducation dans la valorisation de son sexe et dans la vérité de ce qu'elle vit permet la constitution chez la fillette d'un comportement émotionnel féminin puissant et d'un comportement sexuel futur non frigide. Elle voit sa mère comme porteuse de l'avenir qui lui est promis. Le mari est un attribut phallisant, valorisant pour la femme. L'enfant est un autre attribut, signalant la puissance, donc valorisant. Sa mère possède les seins enviés des femmes. De nombreuses observations attestent que la fille qui se sait porter le nom du père, accolé à son prénom, si elle reçoit une certitude qu'elle a été désirée fille par son père et comme telle, à l'image de sa mère, sans pénis, alors elle accepte très rapidement sa caractéristique sexuelle, sa forme vulvaire de bouton avec un trou, comme une gratification paternelle et une promotion maternelle. Cette citation de Dolto répertorie en peu de mots les points cruciaux du devenir femme qui vont lui permettre de désirer, d'accéder à la jouissance sexuelle avec un partenaire, à la capacité d'enfanter et à la possibilité de prendre sa place dans la société dans laquelle elle vit. Autrefois, il y avait répression et ignorance. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a d'autres travers. Les filles n'accèdent pas à la valeur érotique de l'acte. La vie humaine est tout entière symbolique et je crois que l'important, ce n'est pas d'abord la fécondité du corps, mais surtout la fécondité affective et spirituelle. Ce n'est pas la jouissance des seuls corps des deux amants, c'est leur jouissance de cœur et d'esprit ensemble. Et ce n'est pas parce que l'on va faire une gymnastique, un travail de perfectionnement sur les génitoires, que ipso facto, cela fera une meilleure compréhension amoureuse entre deux êtres, dit-elle. Françoise Dolto va rappeler la dure condition masculine. Ce qu'il faut dire cependant, c'est que ce sont plutôt les petits garçons qui sont parfois plus traumatisés que les filles par le manque de pénis chez celles-ci. Et par conséquent, ils réagissent souvent, selon la description de Freud, en méprisant le sexe féminin par crainte d'une identification dangereuse. Pour Dolto, il est plus difficile d'être un homme que d'être une femme, l'homme étant toujours menacé de perdre son pénis, la zone érogène de l'homme est exposée à tous. Devant les filles, devant les rivaux, si le mâle ne s'exhibe pas, érectile, turgescent, on va le juger faible, on va le plaindre,
ou on va le rejeter, ce qui détruit la fierté masculine du garçon. À quelles dures conditions de témoignage constant l'homme doit-il le droit de se considérer comme porteur de son sexe? À ses côtés, sa compagne, riche de ce qu'elle cache, dans une continuité, une stabilité, au rythme immuable des lunes. La femme, pour être femme, n'a pas besoin que les autres dans la vie le lui disent constamment. Pour devenir génitalement mûre, il lui faudra un homme qui l'aime. Pour ma part, je trouve qu'au jeu des sorts narcissiques, elle est la mieux pourvue. C'est fini? Non. Alors, justement, on va aborder maintenant les enjeux contemporains. Mais 5 minutes. Oui, 5 minutes. Plus le complexe... C'est la question. Plus le complexe de virilité de la femme est désinhibé, plus elle est apte à supporter sa passivité et sa position sexuelle féminine. Tant qu'elle était interdite d'égalité sociale, son envie du pénis, ou plutôt ce qu'il venait signifier comme privilège masculin, se manifestait dans la sphère intime par une hostilité et un ressentiment vis-à-vis de l'homme. En plus de la science et des poètes, dont Freud attendait le dévoilement de la sexualité féminine restée pour lui continent noir, les évolutions sociétales pourraient être d'un bon accès pour voir comment cette sexualité va se modifier. Après les 3 blessures narcissiques infligées à l'homme par Copernic, Darwin puis Freud, les avancées du féminisme constituent-elles la nouvelle blessure? N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Dixit Simone de Beauvoir. Nous vivons actuellement un moment de transition historique, de mutation anthropologique avec en filigrane un nouvel épisode de la guerre des sexes. Face à l'éclosion du désir féminin, le pouvoir masculin a fondu. Comment les hommes et les femmes vont pouvoir se rencontrer? Dans quel but? Avec quel projet? 4 orientations travaillent aujourd'hui notre société. Elles modifieront la place des femmes dans le social et donc sa sexualité, toujours intimement liée. L'évolution vers un matriarcat, une prise de pouvoir par les femmes est-elle possible? Ce pouvoir l'ont-elles jamais eu? Le récit biblique de la création montre un premier Adam primordial bisexuel. La création d'Ève, à partir d'un de ses côtés, l'arrache à sa complétude et l'ouvre au désir. La femme reste ancrée aux lois de la création par son horloge biologique, que la science ne semble d'ailleurs pas pressée de chercher à repousser, et par son infériorité dans le rapport des forces physiques qui demeure à ce jour incontestable. Jusqu'où irons-nous dans l'indifférenciation sexuelle? Aujourd'hui, les prénoms et les vêtements sont souvent indifférenciés dès l'enfance. Comment un homme va-t-il pouvoir affirmer sa place d'homme face à une femme qui serait devenue son égale? L'homme est devenu réticent face à l'attente désirante des femmes. Si ce mouvement se poursuit, où chacun choisira sa part de masculinité et de féminité, indépendamment de son sexe biologique, émancipé d'une définition sociale de son sexe, que deviendra le désir avec cet émoussement de l'altérité? Peut-on redouter un retour au patriarcat? Le retour d'un certain extrémisme religieux et ses effets néfastes sur les femmes peuvent-ils faire régresser en profondeur notre organisation sociale sur le modèle du livre de Michel Houellebecq, Soumission? Enfin, GPA pour tous, le test de paternité depuis les années 80 a-t-il eu un rôle décisif dans le lâcher de lest des hommes vis-à-vis de la liberté sexuelle des femmes? Dans son ouvrage « La création de la femme », Theodor Reich montrait que le récit de la Genèse, où Ève, mère des vivants, est extraite du corps d'Adam, n'était qu'un fantasme masculin visant à compenser
l'incapacité des hommes à enfanter de manière visible. Aujourd'hui, la science est en passe de réaliser ce fantasme immémorial. Si Freud a mis au premier plan l'envie du pénis des femmes, il est beaucoup plus allusif sur l'envie d'enfanter des hommes. Assiste-t-on aujourd'hui à une tentative d'appropriation des capacités procréatrices de la femme? GPA aujourd'hui, utérus artificiel demain? À la disjonction de la sexualité et de la procréation, va-t-il succéder un découpage du corps des mères en fonctions différenciées, donneuses d'ovocytes, femmes porteuses, mères d'intention, nouvelle version, trinitaire cette fois, du clivage entre mères idéalisées et femmes de désir ravalées? S'achemine-t-on vers une forclusion de l'ordre biologique et génétique? Auparavant, mater semper certa est. Maintenant que tout enfant peut savoir qui est son père de manière certaine et comment se font les enfants de la manière la plus prosaïque, l'investigation sexuelle, la pulsion épistémophilique consistera-t-elle à demander « Qui est ma mère ?» Je vais conclure. La femme occidentale restera-t-elle bénéficiaire de son émancipation? Quelles seront les représailles de son complexe de masculinité assumé, de moins en moins dissimulé derrière une mascarade? Quelle sera l'issue de l'extension du domaine de la lutte au féminin? La misère sexuelle sera-t-elle pour les femmes demain? La modernité ne les expose-t-elle pas au risque de n'être ni femme ni mère? Les générations futures accepteront-elles enfin qu'une mère puisse être une femme et qu'une vraie femme puisse être mère, sans la cliver, sans la contraindre à choisir, sans découper son corps en fonctions utilitaires et monnayables? 30 minutes, hein? Non, 25. Non, j'ai commencé après. Vous êtes culotté, vraiment. Alors, vous avez des questions à poser? Les hommes? La dame là-bas. Monsieur Haddad, vous parlez après? Oui, maintenant, après la dame. Là. J'aimerais ajouter quelques précisions au niveau. Il y a des petites confusions en fait entre pénis et phallus, qui n'est pas la même chose sur un plan inconscient. Non. Et ça ne veut pas dire la même chose. Non. Il n'y a pas les femmes, la femme, c'est les femmes. La jouissance, c'est pas le plaisir génital. La jouissance inconsciente. Voilà, je n'ai pas tout compris. Oui, justement, effectivement, si on lâche, si on lâche pénis et phallus, effectivement, c'est ce qui permet ce saut. On n'est pas sur les mêmes registres du discours, en fait. Voilà, il y a différents discours, et là, il y a une confusion de discours. Le phallus, c'est le pénis imaginaire. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est le pénis imaginé, dans l'imaginaire, j'ai le bien compris, phallus. mais c'est pas... C'est pas... Oui. Voilà, j'ai du mal, en tout cas, à m'y retrouver dans Bien sûr. Oui, mais du coup, effectivement, on perd une dimension, on perd l'ancrage dans la réalité des corps. Et c'est pour ça, justement, que je termine avec une possible forclusion du génétique et du biologique. On perd une dimension, c'est tout.